Attention, please. Kick this shit. Salut les comploteurs, moi c'est Babar. Ouais. Et aujourd'hui on est de retour pour une vidéo un peu différente d'habitude parce qu'on va regarder ensemble quelques parties d'un petit reportage de Arte qui était très très intéressant parce qu'ils nous ont un petit peu parlé de choses normalement que personne ne parle, c'est quand même assez troublant, et surtout qu'après ils ont un petit peu modifié le narratif pour que vous ayez pas trop envie de chercher là-dedans, d'accord, pour que vous croyiez à ce que tout ce qu'on vous dit. Pardon pour pour le balbutiement, bref. En tout cas, pour commencer, si vous aimez mon travail, eh bien, ça serait très gentil de faire le petit clic, le petit j'aime, le petit commentaire ou le petit abonnement. Et donc, sans plus tarder, on va aller directement aller voir le reportage. Bon, alors voilà, c'est ce reportage que je vous parle, le temps des pionniers, Mafia et Banque, de Arte, un reportage que je vous invite à regarder. On fait ce format parce que pour éviter justement de se faire striker la vidéo, tout simplement. Et puis voilà, on va commencer directement par ce qui est intéressant. En 1933, Franklin Delano Roosevelt entre à la Maison Blanche. Sa priorité, sortir le pays de la Grande Dépression. Il lance le New Deal pour venir en aide aux populations victimes de la crise. Il lance également une révolution bancaire connue sous le nom du Glass-Steagall Act. Et cette nouvelle loi bancaire, c'est un génie d'innovation dans la régulation publique. Alors là, on a notre ami Christian Chavagneux, quelqu'un que je vais pas critiquer sur forcément les compétences, mais c'est quelqu'un du système qui veut que le système continue de fonctionner comme il fonctionne. C'est-à-dire que il veut grosso modo que les États, que les banques centrales soient toutes puissantes et blablabla, pour qu'en fait, quelque part, les pires criminels de la planète restent en place. Mais bref, on va voir qu'est-ce qu'il nous dit. Il commence par dire il faut qu'on sépare les banques commerciales des banques d'affaires. Les banques commerciales, c'est la banque que nous, on utilise. À côté de ça, il y a la banque d'affaires, c'est celle qui joue sur les marchés financiers nationaux ou internationaux. Roosevelt dit, maintenant, on va séparer ça. Il y a les banques qui vont financer l'économie et il y a les banques qui vont jouer sur les marchés. Comme ça, si elles paniquent sur les marchés, si elles font n'importe quoi, au moins la partie de la banque qui finance l'économie, elle sera toujours là. Donc, les banques sont découpées, les banques sont régulées et en même temps les banques sont très rentables. Et donc elles vont accepter ce principe de la régulation financière lié à la loi bancaire de Roosevelt et ça va donner 40 ans de stabilité bancaire et financière. Oui, 40 ans de stabilité financière et bancaire. Alors, juste pour votre info, on va aller ici, et on est quand même sur le site de la Fed, le site officiel. Et qu'est-ce que nous dit la Fed ? Ah bah tiens, le premier assouplissement quantitatif, c'était dans les années 30. Vous vous rendez compte ? Est-ce qu'on vous dit oui, de la planche à billets, blablabla ? Eh ben, comme on peut le voir, ça a commencé dans les années 30. Donc quand on vous dit oui, en 2008, on n'a jamais fait de QE avant, blablabla, on n'avait jamais vu ça, eh ben voilà, c'est faux. En 1930, on faisait la même chose qu'en 2008. Et en parlant de stabilité financière, eh bien, quand est-ce que les finances
de l'État sont revenus à la normale, et c'est après la Deuxième Guerre mondiale. Hein. D'ailleurs, justement, dans le reportage, là par contre, j'ai pas noté quelle minute. On nous dit que on a fait les impôts dans les années, justement quand les États-Unis sont allés au combat. Ah non, c'était pas dans ce reportage-là, c'était dans un autre reportage de Arte qui parlait du capitalisme. Je mettrai une petite miniature là en post-vidéo. Et on nous disait, on a créé vraiment les impôts pour toute la population, parce qu'avant il n'y avait que 5% de la population qui payait des impôts aux États-Unis. On a créé les impôts pour tout le monde. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, quand les États-Unis se sont engagés dans la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'ils n'avaient pas l'argent nécessaire pour pouvoir s'engager dans cette guerre. Et justement, dans le reportage de Arte que je mettrai en post-production, un défi humain, matériel et logistique que l'économie américaine est en l'état incapable de financer. Il est alors décidé, dans un consensus historique, de généraliser pour la première fois l'impôt sur le revenu à l'ensemble de la population américaine. Désormais, 133 millions d'Américains doivent payer cet impôt en fonction de leurs moyens. De 19% pour les plus modestes à 88% pour les plus riches. Cette révolution fiscale, approuvée par tous comme un devoir patriotique, va permettre de financer l'armement de l'Amérique pendant toute la guerre. Vous pourrez voir que justement, il y a eu une mainmise complète de l'économie. On était limite dans du communisme pendant la Deuxième Guerre mondiale, et que ensuite, toutes ces usines qu'on a construites, que le gouvernement a construites, on l'a donné comme ça, à tous les industriels. Et monsieur là, Christian Chavagneux nous dit non, c'est le Green New Deal, il a donné 40 ans de stabilité économique, c'est-à-dire jusque dans les années 70. Or non, d'ailleurs on va voir justement après qu'est-ce qui a fait le boom économique des 30 Glorieuses. Spoiler, ce n'est pas la politique de Roosevelt qui a fait ça. Quant aux centaines d'usines détenues par l'État fédéral, elles ont tout bonnement été données aux 40 plus gros industriels qui se les sont partagés. La politique de Roosevelt signe les débuts de l'État-providence et redistributeur. Mais rapidement, le Trésor américain découvre qu'une large partie de l'argent des grandes fortunes soumises à l'impôt a disparu. Un autre monde s'est bâti dans le secret. Le rapport que demande Morgenthau, le secrétaire au Trésor de Roosevelt, est vraiment passionnant. Il nous montre que l'utilisation des paradis fiscaux pour échapper aux impôts, c'est déjà une industrie de construction de l'opacité qui permet de mettre des écrans entre les revenus que je touche et les revenus que je vais déclarer et qui vont être taxés. Et ça, c'est organisé de manière industrielle dès les années 20, dès les années 30, pour essayer d'échapper le plus possible à ceux qui pourraient être tentés de contrôler d'où vient l'argent et qui profitent des placements de l'argent. Donc, on nous explique quoi là dans le reportage? On nous dit, oui, Roosevelt il a fait une super politique de régulation de l'économie et qui a donné 40 ans de stabilité économique. Et puis derrière on vous dit, oui, mais en fait tous les plus riches, il y avait déjà les paradis fiscaux dans les années 20 et dans les années 30 et eux ils échappaient déjà à la régulation. Donc en fait la régulation c'est toujours pour qui? C'est pour qui? C'est pour Bibi, c'est pour vous, c'est pour moi. C'est pas pour les ultra riches. Nous on s'est fait complètement laminer par ces régulations et eux ils ont toujours des moyens de les contourner. Mais ça veut dire aussi
que ce qu'il nous a dit avant, c'est un mensonge, puisqu'il nous a dit que c'est la politique de Roosevelt qui est menée à 40 ans de stabilité économique. Sauf que là, en même temps, juste derrière, on dit, ah ben non, il y avait plein de gens qui échappaient déjà à la régulation, donc c'est contradictoire tout ça. En ces débuts du XXe siècle, les paradis fiscaux fleurissent sur le sol américain. États-Unis, Canada, mais aussi Panama. Ces places financières, sûres et discrètes, facilitent les mouvements de fonds des grandes fortunes et attirent les capitaux, même les plus sales. En Europe, de l'autre côté de l'Atlantique, un pays a déjà une longue tradition d'opacité financière, la Suisse. Ah, alors là, le chapitre que je préfère, le chapitre Après le la plus guerre, mensonger. Le camp des vainqueurs, États-Unis en tête, entend bâtir une nouvelle architecture de sécurité internationale, garante de la paix et de la reconstruction. Et un événement vient de refondre la finance internationale, la conférence de Bretton Woods. Le Bretton Woods, tous les économistes qui lui disent oh là là, c'était génial le Bretton Woods. Delegates from 44 allied and associate countries arrived for the opening of the United Nations Monetary and Financial Conference. Bretton Woods, c'est le prolongement au niveau international de ce que Roosevelt a initié au niveau national, c'est-à-dire la mise en place d'une économie, d'une finance surtout, contrôlée, régulée de manière publique et de manière coordonnée par l'ensemble des États. Les banques centrales vont intervenir pour que les monnaies, entre elles, ne fluctuent pas, ne varient pas, qu'on ait une stabilité du système monétaire international et que les capitaux ne puissent pas circuler facilement d'un pays en l'autre. Donc, qu'on résume. Il nous dit, dans les années 20 et dans les années 30, il y a déjà plein de paradis fiscaux qui permettent aux plus riches et aux plus grands capitaux, et même aux capitaux les plus sales, de se déréguler, de sortir de la régulation financière. Roosevelt, il arrive, il fait sa politique de régulation, mais bon, ça sert à rien puisqu'apparemment les capitaux peuvent être dérégulés sans problème. On peut passer au travers de la régulation. Mais par contre, lui, c'est ce qui a donné 40 ans de stabilité économique. Et maintenant, on vient nous dire, ah tiens, il y a le Bretton Woods. Vous savez, là, quand on a mis la convertibilité au dollar et qu'on a mis, justement, comme il dit, ah, c'est le prolongement de la politique de Roosevelt au niveau international. Et cette régulation, soi-disant, elle a aussi profité à la stabilité économique pendant ces 40 ans. Donc retenez bien ça, retenez ce qu'il vient de vous dire, et vous allez voir son double discours, il est atroce. À Bretton Woods, le dollar s'impose comme la monnaie de référence mondiale, la seule convertible en or auprès de la réserve fédérale américaine. Un mur se dresse, en apparence inexpugnable, contre tout ce que la planète compte d'amateurs de finances occultes. Ce mur, des opérateurs criminels vont aussitôt en chercher les failles. Et donc, s'ils vont chercher les failles, ils vont les trouver, les failles. Parce que les failles, elles existaient déjà. Oui, parce que, vous croyez quoi? Vous croyez que quand les mecs, ils font des régulations, les politiques comme ça, ils savent pas déjà vous croyez qu'ils les font sans qu'il y ait des failles? Alors déjà, c'est vrai qu'on est tous humains, donc forcément, il y a toujours des failles. Mais en plus, ceux qui écrivent les lois, ils font aussi les failles, faut pas croire, on vous raconte n'importe quoi. Et donc là, on vous a dit, depuis le début, on vous a dit, c'est la politique de Roosevelt qui a créé 40 ans de stabilité économique et que le Bretton Woods est le prolongement de cette politique économique au niveau international. Donc, s'il y a eu des failles et que toute la finance internationale est allée dans cette faille, est-ce que c'est vraiment la politique de Roosevelt et sa régulation qui ont fait justement les 30 glorieuses et cette stabilité économique de 40 ans, hein. Surtout que quand on parlait de ces 40 ans, comme j'ai dit, il parle aussi de la Deuxième Guerre mondiale, hein, alors que voilà, l'économie de guerre, c'est encore quelque chose d'assez particulier. En 1964, Sindona entre en affaire avec un banquier qui revient de Londres, avec une nouvelle sensationnelle qui tient en un mot:
Alors là, quand j'ai vu ce moment du reportage, alors il faudra quand même que vous regardiez en entier en entier le reportage. Justement, on va dire que Sidona, c'était l'économiste, le comptable de la pègre italienne, hein, si je peux dire ça, et de la mafia. Et justement, il cherchait justement comment blanchir l'argent. Et donc justement, là, il nous dit, ah bah tiens, en 1964, il reçoit un coup de téléphone, un super coup de téléphone qui se tient en un mot. Et alors là, c'est incroyable parce que j'étais devant le reportage et je me disais, euro-dollar. Euro-dollar. Putain, est-ce qu'ils vont en parler des euro-dollars? Et qu'est-ce qu'il y a derrière? Euro-dollar. Oh là là là, là je me suis dit, putain, je suis trop fort. Ah là là, c'est incroyable. À la fin de la guerre, la City de Londres n'est plus ce qu'elle était. La livre sterling ne pèse plus rien face au dollar, et la régulation est si stricte que les banquiers ne peuvent plus jouer des fortunes qui passent entre leurs mains. Depuis les accords de Bretton Woods, le banquier britannique s'ennuie. La vie du banquier londonien typique consistait à arriver au travail vers 10h30, 11h, à parcourir quelques documents sur son bureau, puis à se préparer à rencontrer les invités du déjeuner. On se rendait ensuite dans la salle à manger privée, on prenait un long déjeuner arrosé de quelques bouteilles de vin, et tout ce petit monde rentrait chez soi, probablement pour faire la sieste vers 15h30 ou 16h. C'était une vie assez tranquille et quelque peu ennuyeuse, mais pas seulement. Mais l'ennui n'empêche pas de conspirer. Certains banquiers londoniens vont s'employer à fissurer le bel édifice de Bretton Woods en créant le marché des euro-dollars. Les investisseurs étrangers sont désormais autorisés à déposer et à emprunter des dollars auprès des banques britanniques. Ce nouvel espace bancaire crée un no man's land financier. Les opérateurs effectuent des mouvements d'argent qui échappent à tout contrôle. Les régulateurs américains n'y peuvent rien, car les dollars sont en dehors de leur territoire. Et la Banque d'Angleterre pas davantage, puisque les transactions se font en dollars, une monnaie qui n'est pas la sienne. Le marché des euro-dollars C'est est con, hein. vraiment un marché du secret qui permet aux personnes qui détiennent de l'argent offshore de dissimuler leur identité, de cacher l'origine de leurs fonds, de cacher la façon dont cet argent circule d'une juridiction à une autre et de cacher la façon dont il est utilisé. Vous créez alors un environnement criminogène qui offre aux mafieux l'opportunité de mélanger leur argent avec de l'argent parfaitement propre. Et comme il fallait s'y attendre, ce sont les criminels de ce monde qui ont été les premiers à utiliser ce marché des euro-dollars. L'essor vertigineux des dépôts en euro-dollars est à l'origine du retour en scène de l'Empire britannique. Cet empire n'est plus colonial, mais financier. Et le cœur n'est plus Buckingham Palace, mais la City de Londres. C'est dans toutes les anciennes dépendances de la couronne, île de la Manche, île caribéenne, que cet empire va essaimer jusqu'à prendre le contrôle de la moitié de la finance offshore du monde. Les banques américaines vont venir s'installer à partir de la deuxième moitié des années 60, très largement à la City de Londres, en disant à leurs clients, écoutez, si vous voulez vraiment toucher un intérêt, on va passer par Londres. Et la Société Générale, et des banques hollandaises, et des banques belges, etc. Tout le monde va venir s'installer à Londres. On est vraiment du côté des banquiers, là, dans la mise en œuvre d'une stratégie organisée, consciente, de contournement de la régulation bancaire et financière dans leur propre pays. Donc, souvenez-vous, hein, parce que là, le reportage de Arte, il est très récent, hein, il y a 5 jours. Hein. C'est-à-dire que si vous regardez le 22 novembre 2023, hein, si vous regardez le début de ma chaîne ou si vous regardez mon Twitter, ça fait très longtemps que je parle des euro-dollars, hein, parce que là, ils nous disent, oh, on a inventé les euro-dollars hein, dans les années 60 et tout.
Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui de ces euro-dollars? Est-ce que ça existe encore ou pas? Bah oui, parce que c'est quand même marrant. Sur 3 reportages de 1 heure chacun, eh ben, on va vous parler que pendant 3 minutes des euro-dollars. Hein. C'est quand même marrant. Et on vous en parle plus nulle part de ces euro-dollars. Mais vraiment nulle part actuellement. Est-ce qu'il existe encore? Est-ce qu'il n'existe pas? Eh ben déjà, on a Wikipédia qui nous dit que 90 à 95% des prêts internationaux sont faits en euro-monnaie, bah, parce qu'il n'y a pas que l'euro-dollar, hein, il y a l'euro-euro hein, par rapport à l'euro, qui est la même chose avec les euros. Il y a même l'euro-rouble, hein, qui est la même chose avec la monnaie russe. Hein. Et il y a les euro-yen et ainsi de suite, etc. Justement, mais le préfixe euro, parce que ça vient de l'Europe au départ. Hein. Je parle pas de l'Union Européenne. Hein. Comme on a vu, ils disent la City de Londres, mais on va voir ça juste après, c'est pas tout à fait vrai. Et qu'est-ce qui s'est passé en mars dernier quand les banques américaines certaines ont fait faillite? Qu'est-ce qui s'est passé sur ce marché de l'euro-dollar? Eh ben, parce que à la bourse de Chicago, eh ben, il y a les futurs de l'euro-dollar. Eh ben oui, où on spécule sur les taux d'intérêt futurs de l'euro-dollar, hein, d'accord? Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, vous avez eu le plus grand mouvement jamais vu sur l'euro-dollar. Alors, quand on mettra là le petit screen post-production, ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est le plus grand mouvement qui ait jamais eu sur les taux sur les taux futurs de l'euro-dollar. Hein. Parce que justement ils sont très stables. Et alors si vous regardez un petit peu toute la quantité de transactions qui a été faite justement à ce moment-là, et bien en fait, pour vous donner une idée, c'est comme si tous les plus grands prêteurs d'argent de la planète étaient allés sur ce marché de l'euro-dollar pour avoir des actifs les plus sûrs possibles. Voilà ce que c'est le marché de l'euro-dollar aujourd'hui, et plus personne ne vous en parle. Oh, c'est un vieux truc des années 60, alors qu'il n'a jamais été aussi important qu'aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs le problème qu'il y a en ce moment, parce que comme je vous ai dit dans les autres vidéos, comment ça marche ce système de l'euro-dollar. C'est-à-dire que là, à l'époque, ils en parlent dans les années 60, il n'y avait pas trop de collatéraux dans les transactions. Justement, j'en parle dans plein d'autres vidéos. C'est-à-dire que si par exemple, moi je suis une banque des Bahamas ou des îles Caïmans, que vous me demandez est-ce que je vous prête 5 euros, je vais vous dire oui, ok, ou 5 dollars, hein, si on est en euro-dollar, dire ok, moi je vous prête 5 dollars, mais en contrepartie, je veux un bon du Trésor américain qui vaut au moins 5 dollars. Vous voyez ce que je veux dire? Et quand vous allez me rendre mes 5 dollars, je vais vous rendre votre bon Trésor. Et si jamais vous me remboursez pas, je revendrai le bon au Trésor pour me rembourser, ou bien j'attendrai, parce que les bons Trésors, c'est de la dette à moins de 2 ans, j'attendrai je schématise, certains disent moins de 1 an, machin chose. Mais pour faire très simple, une dette d'État de moins de 2 ans, c'est un bon de Trésor. Une dette d'État de plus de 2 ans, c'est une obligation. Alors c'est un peu... Parce que certains vont vous dire, oui, les bons Trésors, c'est une dette de moins de 1 an. Et les obligations, c'est une dette de plus de 3 ans. Bref. Mais c'est pour ça que... pour que tout le monde comprenne qu'on fasse pas des choses compliquées, voilà, moins de 2 ans, bon Trésor, plus de 2 ans, on appelle ça une obligation. Mais donc si vous me remboursez pas les 5 dollars, soit je garde l'obligation et le bon Trésor et je le revends pour me rembourser, ou bien j'attends que la maturité soit finie et que l'État américain me rembourse. Le seul problème, c'est qu'il y a plus de dollars en circulation que de dettes. Donc le souci, c'est que quand une banque, parce qu'en fait ils s'envoient pas directement des bons au Trésor directement d'une banque à l'autre, ils s'envoient des certificats qui sont garantis par un bon au Trésor. Et en fait, justement, les certificats, ils les multiplient, par 10, par 20, par 30,
par 100. Et alors vous allez me dire, ouais, mais alors, parce que justement, le problème, c'est que justement, comme il n'y a pas assez de bons trésors par rapport à la masse monétaire, ils sont obligés de faire ça. Et comme tout le monde fait ça, quand une banque reçoit le certificat d'une autre banque, garantie par le petit bon du trésor, eh ben, elle ne sait pas sur quelle transaction elle a été déjà hypothéquée, ce bon trésor, ni combien de fois. Et donc, les banques, elles sont frileuses les unes entre les autres, tout le monde se regarde avec un flingue, hein, et plus personne ne veut se prêter d'argent. Et alors vous allez me dire, ouais, mais ils pourraient multiplier les certificats à l'infini, oui, mais le problème est toujours pareil, c'est que quand quelqu'un rembourse pas, eh ben si vous avez un bon du trésor par rapport à 10 certificats, et que sur ces 10 certificats, il y a quelqu'un qui rembourse pas, eh ben ça fait un trou dans la chaîne, et ça fout le bordel, vous comprenez? Donc ils peuvent pas non plus multiplier à l'infini, parce que sinon tout peut se cracher, et le système devient trop instable. Et comme toutes les banques, elles regardent leur bilan de très près, eh ben elles essayent de faire au plus juste et un peu à tâtonner comme ça, voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous dit aussi ce cher Christian Chavagneux? Vous vous souvenez qu'il nous a dit, oui, la politique de Roosevelt et le Bretton Woods, c'est ce qui a permis la stabilité économique pendant 40 ans. Sauf que là, on nous dit, non, c'est con, parce que tout le monde est parti dans le marché de l'euro-dollar qui est dérégulé. Donc, vous voyez bien qu'on vous raconte des conneries. En fait, on veut juste vous faire croire que la régulation, c'est l'avenir. Sauf que le problème, c'est que le seul con qui se fait avoir avec la régulation, c'est vous et moi. Tous les gens qui sont importants et qui ont des gros capitaux, ils partent dans les paradis fiscaux ou sur ce marché de l'euro-dollar. Et puis, il se passe de la régulation. Donc la régulation, c'est juste pour les gueux, c'est pas pour les autres. Ensuite, justement, lui, parce que voilà, Monsieur Chavagneux là, il fait des articles aussi, blablabla, comme on peut le voir, Christian Chavagneux. Et donc, il nous dit, par rapport aux euro-dollars, on oublie que les négociations du Bretton Woods ont d'abord été des négociations entre les États-Unis et le Royaume-Uni entre 1942 et 1944, et que les autres pays ont été conviés ensuite à ratifier ce qui avait été décidé. On oublie que les objectifs des Américains étaient de casser l'Empire britannique pour pouvoir mieux y exporter et d'instaurer la domination du dollar. On oublie que les Britanniques endettés jusqu'au cou voulaient obtenir le droit d'être le plus longtemps possible à découvert et chercher à imposer aux États-Unis un mécanisme institutionnel les contraignant à dépenser leur excédent pour nourrir l'économie mondiale. Un bel exemple de coopération. On oublie aussi que la Banque d'Angleterre, en association avec les élites financières de la City, jettera le système par-dessus bord dès 1957, sacrifiant définitivement le rôle international de la livre sterling au profit du développement de la place financière de Londres, en organisant la naissance du marché des euro-dollars. Et ce marché ouvre une brèche dans les systèmes réglementés des opérations bancaires internationales, à partir de laquelle les dollars peuvent s'échapper pour passer dans un univers monétaire parallèle que nous appelons maintenant offshore, celui de la mondialisation financière, dont les dysfonctionnements produisent des crises que nous connaissons aujourd'hui. C'est cela l'âge d'or de la coopération internationale qui nous manquerait tant aujourd'hui. Alors, faut-il rappeler qu'il nous a dit qu'en 1920 et 1930, il y avait déjà des paradis fiscaux, déjà d'une. Et ensuite, il nous dit, ça a commencé en 1957, et c'est vraiment les Anglais qui ont fait ça. Or, moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. En fait, on ne sait pas. On ne sait pas qui a inventé les euro-dollars. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que, alors lui, il nous dit ça et sa source, c'est Gary Byrne. Mais moi, maintenant, je vais me fonder, comme vous pouvez le voir, sur le FMI. Et le FMI, pas de n'importe quand. On parle quand même du FMI
de 1er janvier 1961. Donc, soi-disant, 4 ans après... 4 ans après la naissance du marché de l'euro-dollar, d'accord. Et justement là, on est justement sur un article qui parle justement de l'euro-dollar, d'accord. Et donc, je veux dire, en 1961, ils étaient peut-être mieux placés pour savoir ce qui se passait chez eux que je veux dire, Gary Byrne en 1999, d'accord, parce que bon, faut pas déconner non plus. Donc, que nous disent le FMI en 1961? Elles nous disent, selon Holmes et Klopstock, l'impulsion initiale du développement du marché continental du dollar après-guerre est probablement née du désir de plusieurs banques d'Europe de l'Est de confier leurs avoirs en dollars à leurs correspondants en France et en Angleterre plutôt que de laisser leurs avoirs en dollars leurs correspondants en France et en Angleterre les portant en leur propre nom aux États-Unis. D'accord ? Et derrière, ils écrivent bien que cette primauté puisse être remise en question. Il ne fait aucun doute que l'Union soviétique et d'autres pays du bloc soviétique sont présents sur le marché de manière plus ou moins continue depuis de nombreuses années. D'accord. À l'origine, ces pays étaient des fournisseurs nets de dollars. Plus récemment, ils ont élargi leurs activités euro-dollar et opèrent désormais des deux côtés du marché. Ils conservent des soldes de roulement excédentaires en dépôt à Londres, Paris et d'autres centres et peuvent même les placer dans des investissements libellés en monnaie locale. D'accord. Elles acceptent également les dépôts en dollars opérant par l'intermédiaire d'agents bien connus en Europe, principalement la Banque Narodnie de Moscou à Londres et la Banque commerciale du Nord à Paris. En outre, ils sollicitent directement des dépôts en dollars, en livres sterling et en d'autres monnaies occidentales en circularisant les banques et les établissements financiers d'Europe occidentale. La Banque Narodnie de Moscou et la Banque commerciale du Nord sont considérés en Europe comme des noms commerciaux de premier ordre, propices aux dépôts importants de dollars et aux devises à des taux compétitifs. Le dépôt de fonds de ces banques peut également refléter l'idée selon laquelle le commerce entre le pays du bloc soviétique, les États-Unis et l'Europe occidentale devrait être facilité pour encourager l'interdépendance et la paix mondiale et que l'octroi de crédit à des conditions raisonnables, y compris le dépôt de dollars, encouragera cette expansion. Donc d'un côté, vous avez un mec du système qui dit « Ah, c'est ces méchants anglais qui ont cassé la régulation » et puis là, on n'a quand même pas des clampins, parce que Klopstock, ça commence peut-être par clampin, mais c'est pas un clampin du tout, c'est comme quelqu'un qui a fait un sacré article pour Princeton, là, The Eurodollar Sum Unresolved Issue, où il nous expliquait, je vous mettrai en post-production, que justement ce marché de l'euro-dollar il cassait toute la régulation des banques centrales, mais ça on le sait puisqu'il l'avoue, même le Christian Chavagneux il l'avoue, et donc Klopstock c'est quand même un conseiller à la retraite, enfin à l'époque ça c'était justement, c'est l'article qui parle de sa mort en 82 Et donc, c'est pas n'importe qui, c'était quand même un conseiller de la Réserve fédérale de New York, et justement qui a étudié pendant justement toute sa vie, du début jusqu'à la fin de sa vie, il a étudié le marché de l'euro-dollar. Et donc, lui, Klopstock, il nous dit, apparemment, alors déjà, il nous parle du marché continental du dollar. Ça date de avant l'euro-dollar, d'accord. Et en plus, justement, dans son truc, il nous dit que justement c'est le bloc de l'Est apparemment qui aurait justement mis ça en place avec l'Angleterre et la France, d'accord. Et que il nous dit que ça existe depuis de nombreuses années. C'est pas 3-4 ans, d'accord. Il nous parle d'après-guerre, c'est-à-dire que pour ce monsieur-là, ça fait au moins 10-15 ans, voire 20 ans, que ce marché de la dérégulation
existe, ce marché de l'euro-dollar qu'on appelait d'abord le marché continental du dollar. Mais ça, ils ont pas envie que vous le sachiez, d'accord? Tout ça, ils aiment pas, d'accord? Et en plus, pourquoi ils aiment pas? Eh bien, moi, je vais vous le dire, parce que là, on a un autre article de Christian Chavagneux, hein, comme on peut le voir, il est là, hein. Et donc, justement, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, la police, parce qu'il nous parle justement de la BCE, hein. Il est très récent cet article, hein, vous voyez, c'était il y a c'était il y a 15 jours. Et il nous dit que justement, tiens, c'est bizarre, la Banque centrale européenne a du mal à maîtriser la situation. Bah évidemment, puisque dans toutes mes vidéos, je vous ai dit, c'est que de la com. Et je vous l'ai prouvé par plein de choses. Vous allez voir les autres vidéos, hein. Ne contrôle pas du tout les taux d'intérêt, d'accord? Et donc, justement, il nous parle justement de la hausse des taux d'intérêt. Il nous dit, le déclin était significativement supérieur à ce qu'anticipaient les banques. Ah bah oui, résultat, la demande de crédit maintenant des grandes entreprises a été telle qu'elle se situe au minimum historique. Au niveau atteint au dernier trimestre 2008 en pleine crise financière mondiale. Bah oui, mais je voudrais vous signaler que avant on a bien dit que 90 à 95% des prêts internationaux sont faits en euro-dollar ou en euro-monnaie, pardon. Donc en dehors de la régulation de la BCE. Donc comment est-ce que le taux d'intérêt de la BCE pourrait avoir le moindre impact sur 95% de la monnaie qui est créée en dehors de la BCE, d'accord? C'est complètement con, mais lui, il est pour la régulation, c'est ce que je vous ai dit. C'est un mec qui veut vous enfermer, c'est un communiste, d'accord? Et donc, justement, il dit, la politique monétaire a plombé l'activité bien plus vite qu'attendu, les experts de la BCE ne l'ont pas vu venir. Ils l'ont pas vu venir, ils ont simplement suivi les taux d'intérêt du marché et en fait ils suivent les taux d'intérêt du marché et disent que c'est eux qui les fixent. Donc c'est pas qu'ils l'ont pas vu venir, c'est qu'ils le voient pas, ils comprennent rien, c'est que de la com. Et donc il dit faisant grimper les taux d'intérêt à un rythme effréné, ce n'est que tout récemment qu'ils ont enfin stoppé le mouvement. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont stoppé le mouvement? Comme on l'a vu dans les autres vidéos, ils ont stoppé le mouvement parce que le mouvement du marché a été stoppé avant qu'ils le stoppent, d'accord? Et comme ils font que suivre le marché, forcément ils ont stoppé le mouvement puisque le marché avait déjà stoppé le mouvement, hein. Et donc derrière il dit mais pour aussitôt faire passer le message que les taux vont rester élevés pendant un bon moment, du higher for longer comme disaient les gens du marché, parce que l'inflation est là pour durer, qu'ils se battront bec et ongle pour la ramener vers 2%. Et ça c'est que de la com, c'est toujours que de la com pour dire nous on est fort, on a la BCE, on agit, voilà, c'est juste pour ça, c'est juste psychologique. Et justement maintenant ils se disent voilà, ils ont baissé leur bilan, ils ont fait QT, alors QT c'est le contraire de QE, mais si on peut faire QT ça veut dire quoi QE? C'est que c'est pas de la planche à billets, hein. Si, voilà, bref. Et donc il dit, et voilà que la Banque centrale se trouve de nouveau prise à contre-pied. Selon la première estimation d'Eurostat, l'inflation dans la zone euro est de 2,9% en octobre. La baisse des prix de l'énergie joue son rôle comme elle avait fait au moment de la hausse des prix. Mais le mouvement semble plus structurel. Ah bah tiens, qui c'est qui vous parle des euro-monnaies, de l'euro-dollar et qui vous dit que c'est ça qui fait tout le marché? Moi je suis désolé, hein, mais c'était déjà le gouvernement français qui vous disait ça en 2011, hein. J'avais déjà sorti cet article sur le système offshore qui est justement le système des euro-monnaies. Je vous ai déjà sorti une vidéo plusieurs vidéos qui énonçaient cet article qui vient directement de l'État, hein, et qui nous disait que justement apparemment c'est les systèmes offshore qui fait la structure des crises. Et donc justement le mouvement semble plus structurel.
La Belgique et les Pays-Bas sont déjà en déflation. Oh bah tiens, c'est bizarre, hein. C'est-à-dire baisse des prix sur un an. 4 autres pays, une inflation autour de 2%. Comme la Banque centrale des États-Unis a également stoppé ses hausses de taux, les opérateurs de marché commencent à croire à un nouveau pivot de politique monétaire. La baisse des taux, c'est déjà pour l'an prochain. Et moi, ça fait longtemps que je l'annonce, hein, que les taux, ils vont pas continuer à augmenter à l'infini, ils vont finir par baisser. Hein. Et oui, hein, c'est comme ça. Parce que justement, comme je vous avais dit, quand la monnaie est facile à avoir, les taux deviennent hauts, et quand la monnaie est difficile à avoir, les taux sont bas, ce qui est contraire à ce qu'on nous raconte toujours, mais c'est simplement que justement, comme je vous ai expliqué avec le système des collatéraux, quand je vous prête 5$, vous me donnez un bon du trésor. Mais justement, qu'est-ce qu'on a fait les dernières années ? On a émis tout plein de dettes et tout plein de bons du trésor suite au Covid. Hein. Donc, comme il y avait plein de bons au trésor, la monnaie était plus facile à avoir puisqu'il y avait plus de collatéraux, hein. Mais ça n'a qu'une certaine durée, comme je vous ai dit, les bons du trésor maximum c'est 2 ans. Donc maintenant que les politiques Covid sont terminées et que ça fait bientôt 2 ans que c'est terminé, les bons du trésor ils sont en train de se raréfier de nouveau, et comme par hasard on nous parle de baisse des taux maintenant, vous voyez ce que je veux dire ? Bah oui, parce que comme il y a moins de bons du trésor en circulation, quand ils sont vendus aux enchères, ils sont vendus au taux le plus bas. Donc, s'il n'y a pas beaucoup de bons du trésor en vente, qu'est-ce qui se passe ? Ils vont tous se battre, toutes les banques, toutes les institutions qui veulent acheter des bons du trésor, ils vont se battre et ils vont proposer le taux le plus bas, et c'est celui qui propose le taux le plus bas qui gagne l'enchère, d'accord ? Donc s'il n'y a pas beaucoup de bons du trésor, ils vont tous être agressifs comme des fous, et c'est aussi comme ça qu'on peut avoir des taux négatifs, d'accord ? Et donc il nous dit, si c'était le cas, c'est-à-dire la baisse des taux, comme la BCE a frappé trop fort, trop vite, hein, c'est toujours pareil, il contrôle tout, hein, c'est ce qu'il veut nous faire croire. Ce serait une bonne nouvelle. Les seuls grincheux sur les contempteurs de la dette publique qui agitent le spectre de la hausse des taux pour tailler dans les dépenses publiques. À ce sujet, on ne peut que leur conseiller la lecture d'une analyse récente du Trésor sur la différence entre taux d'intérêt et taux de croissance, affirmant que mesuré avec le taux apparent, c'est-à-dire le coût moyen de la dette, l'écart devrait rester négatif à moyen terme, même avec les taux actuels, aucun problème de paiement des intérêts de la dette en France n'est à redouter. Une conclusion s'avère encore plus juste si les taux d'intérêt baissent plus vite qu'anticipé. Oui, mais souvenez-vous, là, on va mettre quelque chose par là, un petit onglet qui vous enverra sur la vidéo où je vous ai parlé de Macron et l'austérité, et je vous avais expliqué que le budget de l'État, ça marche pas comme on le croit. Le budget de l'État, il est illimité. L'État émet de l'argent, des vrais euros au départ à partir de rien, hein, comme les banques qui créent de l'argent à partir de rien, et derrière il fait un bon du trésor ou une obligation qui vend en monnaie de banque centrale et qui est le collatéraux de l'argent qu'il a injecté dans l'économie, les vrais euros, d'accord ? Et justement, comme le budget de l'État est limité, en vérité, il n'a pas à choisir entre payer des taux d'intérêt et investir, il peut faire les deux. Et le seul problème, c'est qu'au bout d'un moment, si vous augmentez trop la messe monétaire, sa seule limite, c'est l'inflation. Alors ça c'est encore quand on croit que l'inflation ou l'augmentation des prix a à voir avec la masse monétaire, mais c'est pas tout à fait vrai non plus. On verra ça dans d'autres vidéos. Est-ce que dans les années au 19e siècle, les États-Unis ont multiplié par 4 la masse monétaire alors que leur monnaie était basée sur les métaux précieux et que pourtant les prix ont baissé, et en plus ils ont mal utilisé cet argent puisqu'ils ont fait de la vraie planche à billets pour le coup, pour faire la guerre de sécession, et pourtant les prix ont baissé, d'accord? Donc vous voyez bien qu'il n'y a pas forcément toujours une relation entre la masse monétaire et l'augmentation des prix ou l'inflation comme on veut vous le faire croire. Ça marche pas comme ça. La valeur d'une monnaie est toujours psychologique et rien d'autre, d'accord?
Et donc justement, c'est quand même drôle. Ce mec-là, alors d'un côté, vous dit ah bah tiens, il y a l'euro-dollar, il y a les paradis fiscaux où on peut se passer de la régulation et où on crée la plupart de la monnaie. Et de l'autre côté, il nous dit là dans son article ah mais la BCE contrôle tout. Vous voyez, ça c'est le discours, le double discours qui est dégueulasse. Ça c'est ce qu'il fait, c'est ce qu'il veut vous faire croire que justement la BCE contrôle tout, les banques centrales contrôlent tout parce que c'est un mec du système et qui veut vous contrôler, veut vous imposer des régulations qui vont vous impacter mais qui vont pas impacter tous ces potes de la finance, d'accord ? Voilà. Au tournant des années 1970, le nouveau président américain, Richard Nixon, le décide méchant la fin de la Nixon, convertibilité du dollar en or et met ainsi un terme aux accords de Bretton Woods. Les valeurs des monnaies sont maintenant laissées au libre jeu du marché. Les contrôles qui régulaient la circulation des capitaux internationaux sont abandonnés. Une nouvelle étape de la libéralisation financière s'ouvre. Ils sont pas en train de nous raconter des conneries, parce qu'avant ils écrivent, là il y a 10 minutes avant ça, même pas, il y a 7 minutes, je vous dis, il y a le marché de l'euro-dollar qui permet justement une libre circulation des capitaux en dehors de toute réglementation, de toute régulation, d'accord. Et là, tiens, ça serait la fin du Bretton Woods qui ferait que justement, maintenant on va libéraliser toute l'économie, qu'on va tout déréguler. Mais ils se foutent de qui ? Ils se foutent de vous. Ils se moquent de vous. Et ils vous racontent tout et leur contraire. Vous voyez un petit peu quand vous... Vous n'avez même pas besoin de connaître l'économie. Vous regardez juste le narratif et vous dites on a trouvé un moyen de se passer de la régulation mondiale, c'est l'euro-dollar. Et puis là, on vous dit oh non, c'est le méchant Nixon, il a annoncé la fin du Bretton Woods et c'est ce qui ouvre justement à toute la dérégulation financière et c'est ce qui a fait... l'instabilité économique qu'on a connue jusqu'à maintenant, mais il vous raconte que des cracks, hein. Le mec qui a fait le reportage, vous voyez un peu à quel point on vous ment. Et franchement, incroyable. Et en plus, pourquoi il y a eu la fin du Bretton Woods ? C'est tout simple, c'est parce que le marché de l'euro-dollar devenait tellement important et vu que, maintenant on l'a dit, au jour d'aujourd'hui, c'est 90 à 95% de la création monétaire mondiale, donc à l'époque c'était moins, mais c'était déjà beaucoup, imaginez même si c'était 20 ou 30% à l'époque, et d'un coup vous avez une somme de dollars absolument immense, et justement c'était Charles de Gaulle qui était allé voir les Américains, qui avait dit votre monnaie pourrie là, moi je vous la rends et je veux mon or, grosso modo. Et là, les Américains sont dit putain merde, on est comme des cons parce qu'avec ce marché de l'euro-dollar, si tout le monde vient nous voir et crée des dollars comme ça, en dehors de notre juridiction, et qui viennent ensuite pour nous réclamer de l'or, on va se faire dépouiller de tout notre or. Donc ils n'ont pas eu le choix de dire tiens, on met fin à la convertibilité avec le dollar avec l'or. Donc et ça c'est quand même une autre histoire qui est d'ailleurs plus logique que ce que eux ils vous racontent. Vous voyez un peu ? C'est dans ce contexte que Michele Sindona prépare son coup de maître, le rachat d'une banque américaine. Il jette son dévolu sur la Franklin National Bank, la 20e banque du pays. Disposant de filiales aux Bahamas et dans plusieurs paradis fiscaux, la Franklin Bank offre à Sindona la possibilité de déplacer tous les capitaux qu'il gère en Italie pour Cosa Nostra et le Vatican. Oh, toujours le Vatican. Sindona ne délaisse pas pour autant l'arène politique italienne. La stratégie de la tension, élaborée par des mouvements néofascistes, suscite le chaos dans le pays et des face-à-face sanglants avec l'extrême gauche. Attentats, assassinats de personnalités publiques affaiblissent un État à la dérive. Il y a d'abord le terrorisme, qu'il soit de droite ou de gauche. Et c'est un pays de morts, toujours des morts.
Sympathisant du courant le plus droitier de démocratie chrétienne, Michele Sindona soutient ouvertement Giulio Andreotti, l'homme politique le plus puissant d'Italie, le plus suspect d'accointances mafieuses. Andreotti était l'homme politique le plus puissant d'Italie et il était lié à Cosa Nostra. Il fut un temps où les journalistes disaient d'Andreotti « celui dont le nom commence par la première lettre de l'alphabet ». Dans ces années de plomb, Sindona est convaincu que l'Italie peut et doit basculer, à droite toute. Il s'enrôle dans une loge maçonnique d'inspiration fasciste, infiltrant dans les plus hautes sphères dirigeantes italiennes et au Vatican, la Propaganda Due, la loge P2. Avec l'appui politique et financier de Sindona, la P2 multiplie les tentatives de coup d'État, rêve d'instaurer un pouvoir fort et de débarrasser l'Italie des communistes. Sindona a donné de Machiavel la pire interprétation. La fin justifie les moyens a été utilisée dans le sens le plus détestable par Sindona. Pour parvenir à mon objectif, je peux utiliser les méthodes les plus répugnantes. Convaincu de son génie, persuadé de gagner la guerre contre le communisme, que voulez-vous que je vous dise? Je suis désolé, mais c'est moi, Baber le complotard, et c'est Arte qui vient de vous dire ce qu'il vient de vous dire, hein. Sur les loges maçonniques et tout ça, hein, donc faites votre avis. Et de Michele Sindona préfigure la décennie suivante. Dans les années 80, la dérégulation financière, l'ampleur inédite des volumes d'argent illicite qui vont être brassés, la facilité avec laquelle ces fonds vont circuler, vont dessiner le nouveau business model des organisations criminelles. Ancrés au cœur de ce système, les paradis fiscaux. Le temps des pionniers s'achève à Miami, et c'est à Miami que commence celui des banquiers. Et voilà comment finit le reportage, le première partie. Alors, c'est encore du mensonge. Les dérégulations financières des années 80. Et rappelez-vous, au début du reportage, on parlait déjà des paradis fiscaux dans les années 20 et dans les années 30 pour échapper à l'impôt américain. Donc, qu'est-ce qui vous parle de dérégulation dans les années 80 ? Ça a toujours existé. Ils se moquent de vous. Ils veulent pas que vous sachiez la vraie histoire. En fait, ils vous racontent du vrai. En fait, ils vous font une narration historique qui est vraie, mais ils vous donnent une interprétation qui est biaisée parce qu'ils savent que les gens ne retiennent que l'interprétation parce qu'elle est plus facile à retenir. C'est une plus petite histoire. Il n'y a pas besoin de détails. Il n'y a pas besoin de tout de suite de dire les sources. Vous pouvez en parler à votre voisin et vous dites oui, c'est Arte qui dit ça, et comme ça tout le monde dit ah, c'est Arte, c'est la vérité, voilà. Et parce qu'ils vous prennent pour des débiles, ils vont se dire que ça va devenir des conversations de bar, et vous allez tous comme ça vous convaincre les uns des autres. C'est du prêt à penser. Et c'est ce qui marche le mieux, malheureusement. Et donc là, on va passer justement sur la deuxième partie, la deuxième vidéo. Hein. On est tout de suite à la fin. On regardera pas la troisième partie parce qu'elle n'a pas de grand intérêt, entre guillemets, hein, à part qu'ils vont parler de l'Union soviétique. Alors on peut faire des amalgames avec ce qu'avait dit le FMI. Bon, après c'est aussi beaucoup pour taper sur l'Union soviétique. Bref, vous regarderez, mais par rapport à ma vidéo c'est pas forcément très intéressant. Mais là par contre c'est intéressant parce qu'en fait pendant toute cette partie ils ont beaucoup parlé de Robert Mazur, hein, qui était un agent fédéral qui a infiltré justement le monde du blanchiment d'argent, notamment des cartels colombiens, hein, comme Pablo Escobar et compagnie. Et qu'est-ce que nous dit Robert Mazur à la fin du reportage? Eh ben c'est ce qu'on va voir.
Je suis rentré chez moi. J'avais changé. Mon couple avait souffert. Mes enfants ne m'avaient pas reconnu. Quelques semaines plus tôt, chez Regins, à Miami, mon interlocuteur de la BCCI, qui avait un peu forcé sur le scotch, m'avait demandé « Bob, sais-tu qui est le plus grand blanchisseur d'argent des États-Unis » J'ai haussé les épaules. « Qui ?» La Réserve fédérale américaine. Ils savent qu'en Colombie, n'importe qui peut échanger ses dollars contre des pesos, sans aucun contrôle. La Réserve fédérale absorbe des rivières de cash dont ils connaissent l'origine. Le trafic de drogue. Ils prennent cet argent parce que c'est bon pour le système bancaire américain. La guerre à la drogue, c'est du vent. Ça m'a terrassé. Mes recherches ultérieures ont confirmé ce qu'il affirmait. Je me sentais trahi comme jamais. Pourquoi donc risquions-nous nos vies ? Pourquoi ? Eh bien, pour de la communication. C'est tout. Le faire semblant qu'on agit pour vous maintenir comme des petits moutons. Tout simplement, et c'est ça, vous voyez donc où sont les plus grands pourris. Alors les plus grands pourris ne sont pas à la Fed, parce que comme il a dit, le plus grand blanchisseur des États-Unis. Il n'a pas dit le plus grand blanchisseur du monde. Ah, et justement, c'est quand même marrant que dans ce reportage, il vous ait jamais parlé de la Banque des règlements internationaux à Bâle en Suisse, qui est la plus grande entité, l'entité bancaire suprême qu'on appelle la banque privée des banques centrales. Et ça sera le sujet d'une autre vidéo. Eh bien, moi les amis, je pense que cette vidéo est assez longue comme ça. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis ciao les complotards.